Chers amis, bonsoir. La première fois que Laurent Niger est venu, c'était pour célébrer la bataille de Stalingrad et discuter des questions stratégiques autour de cette bataille. Laurent est revenu à plusieurs reprises ici et puis il est souvent auditeur de conférences. Cette fois-ci, nous allons parler de la victoire de 1918, l'analyser et aussi la remettre dans une perspective à longue échéance dont Laurent justement va nous parler. Cher Laurent, vous avez la parole. Merci Bertrand, bonsoir à tous, merci de m'inviter à parler devant vous, c'est toujours un plaisir de venir ici. Comment dire, alors en fait la conférence que je vais prononcer ce soir est issue d'un petit article que je viens de publier dans le dernier numéro du mois de novembre de la Revue de Défense Nationale, qui contient tout un dossier sur la victoire de 1918. Et j'avais envoyé ce petit article à Bertrand qui m'a dit ça serait intéressant que vous en fassiez une conférence en quelque sorte. Donc voilà. Alors c'est un article un peu particulier puisque en fait c'est un article qui s'appuie, qui prend prétexte de la recension de 3 ouvrages pour proposer des réflexions plus globales sur ce conflit et sur la fin de ce conflit, surtout sur l'issue de ce conflit. 2 de ces livres, deux de ces livres viennent de paraître et un 3e est sorti il y a une dizaine d'années, mais ces travaux sont suffisamment novateurs pour qu'il le reste encore aujourd'hui. Alors malheureusement sur ces 3 bouquins, je n'en possède physiquement qu'un seul, puisque les 2 autres, je les ai, modernité oblige, je ne les ai qu'en fichier informatique, en PDF, et donc je n'ai pas pu vous les apporter ce soir pour vous les montrer. Et puis le 3e, qui est d'ailleurs à mon avis plus intéressant, en plus c'est un ouvrage américain. Voilà, alors, il faut savoir une chose, c'est que l'historiographie de la Grande Guerre, comme d'ailleurs l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale et l'historiographie de la guerre froide, sont 3 domaines, 3 champs historiques qui ont été considérablement renouvelés ces 20 ou 30 dernières années. On ne peut plus dire ou écrire sur ces guerres ce qu'on écrivait autrefois. Je parle souvent, je prends l'exemple très très souvent de la guerre germano-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle le front de l'Est, entre 41 et 45. On peut considérer que à peu près tout ce qui a été publié sur cette question entre 1945 et 1980-85 est acheté à la poubelle, à peu près. Tellement ce champ historiographique a été renouvelé. Là, je vois essentiellement par les Américains, un petit peu les Britanniques, mais essentiellement les Américains. Alors actuellement, les Américains, par exemple, ils travaillent beaucoup à renouveler la guerre du Pacifique aussi. Et là encore, ils sont en train de la renouveler de fond en comble. On commence à avoir tout un tas de travaux qui commencent à être publiés, qui déjà changent beaucoup de choses à ce qu'on croyait savoir, et qui ébranlent un grand nombre de certitudes, mais ça continue. Pour la Grande Guerre, même chose. Alors là, en revanche, alors que ce n'est pas tellement le cas pour le... Bon, la guerre froide aussi est renouvelée maintenant. Là encore, il y a des papiers qui sont sortis, des archives qui ont été ouvertes, à l'Est comme à l'Ouest. Et une bonne partie des clichés qu'on avait sur la guerre froide, là encore, on peut les mettre à la corbeille. Donc pour la Grande Guerre, revenons à notre sujet de ce soir, là, contrairement aux autres conflits du XXe siècle, réels ou virtuels, pour la Grande Guerre, les historiens français ont été partie prenante, ô combien. Ils ont vraiment été à l'avant-garde du mouvement. Bon, ils n'ont pas été les seuls, bien entendu, mais ils ont renouvelé beaucoup de choses.
Et ils ont vraiment contribué, ils ont été aux premières loges de la contribution de ce renouveau historiographique. Ce qui se comprend d'ailleurs quand on sait le trauma que cette guerre a représenté d'un point de vue populaire et même culturel et anthropologique pour notre pays. Alors, bon, vous avez... alors bien sûr, chaque pays, les historiens de chaque pays, globalement, restent très focalisés sur ce qui concerne directement leur pays. Les historiens anglais publient beaucoup plus volontiers sur la bataille de la Somme que sur Verdun, bien sûr. Les historiens australiens publient beaucoup plus sur les Dardanelles ou la campagne de Palestine que sur Verdun, encore une fois, ou sur la bataille de la Marne, etc., etc. Bon, ça c'est normal. Cela dit, il y a un nouveau champ d'investigation à l'intérieur de la Grande Guerre qui commence lui aussi à s'ouvrir, puisque le front de l'Ouest a été abondamment exploré, le front italien un peu moins, mais un petit peu. Les Anglais et les Australiens ont pas mal étudié toutes les opérations du Moyen-Orient et tout ça. La campagne des Balkans a été beaucoup étudiée aussi, notamment par les Français. Bon, c'est vrai que le film Capitaine Conan a eu un impact certain dans les esprits ici, en France. Il y a un nouveau champ qui s'ouvre sur la Première Guerre mondiale, c'est le front de l'Est, là encore. Le front russe, on commence à savoir des choses, on commence à réétudier ce front, et on fait des découvertes étonnantes. On commence à faire des découvertes étonnantes. La première qui me vient à l'esprit, c'est il y a eu des études qui ont été faites sur l'occupation de Kiev par les Allemands en 1918, et on sait que ça a été l'horreur. Et pourtant, il n'y a pas encore de nazisme en 1918. Eh bien, déjà, à Kiev en 1918, pendant quelques mois, les Allemands ont occupé, et ça a été l'occasion d'exactions, de massacres et d'une occupation d'une dureté inouïe. Déjà. Mais, alors je vois par exemple en France, mais c'est souvent le cas ailleurs, mais surtout en France, il y a eu beaucoup depuis les années 80, fin des années 80, puis surtout depuis les années 90, un grand renouveau de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire des mentalités de la Première Guerre mondiale. Je pense que ça a été une très bonne chose. Ça a été une très bonne chose parce que précisément ce sont des champs qui n'avaient jamais ou presque jamais été étudiés. Donc c'était vraiment important de les prendre à bras-le-corps et de les creuser, de les explorer. Alors ça a donné lieu à des débats, des polémiques d'ailleurs, quelquefois même des polémiques violentes, puisqu'il est même arrivé que dans certains colloques, des chercheurs d'écoles opposées en viennent aux mains. J'ai une anecdote en 96. Mais notamment autour de la question de savoir est-ce que les poilus étaient consentants ou est-ce qu'ils étaient contraints. Bon, il y a eu tout un débat assez violent entre ces deux écoles, on va dire, qui s'est terminé, j'allais dire, faute de combattants, non, je n'exagère en rien, mais qui s'est terminé sur une sorte de statu quo assez hypocrite où chacun campe sur ses positions. Bon. J'aurais tendance à penser, pour ma part, que les deux ont raison et que c'est un peu idiot de vouloir à tout prix trancher de façon aussi nette. Il y a eu de la part des soldats à la fois du consentement et de la contrainte, bien évidemment. Pour moi, ça me semble à peu près évident. Que du consentement, ça serait impossible, et que de la contrainte, c'est techniquement impossible aussi. Bref. Mais tout ça, alors à la fois c'est très très bien d'avoir ouvert ces nouveaux champs et d'avoir élargi considérablement le champ d'action de l'histoire militaire, mais en même temps, ces historiens ne se sont pas penchés sur la question de la guerre et des opérations proprement dites.
ou alors très peu, à la marge, de façon incidente. C'était pas le cœur, c'était pas l'objet premier de leurs études. C'est pas un reproche que je leur fais d'ailleurs. Hein. Et donc ça manquait toujours. Mais il y a eu, depuis les années 2000, cette fois, quelques historiens français qui, eux, ont commencé à prendre cette question à bras-le-corps. Je pense à deux personnes qui sont assez connues. L'une, ça a été le très regretté général André Bach, qui a beaucoup travaillé sur la question des soi-disant mutineries de 1917, et il a montré qu'en fait, il a montré deux choses, c'est qu'en fait, c'était pas de véritables mutineries, mais que le terme qui aurait été le plus approprié pour décrire les mouvements de troupes, enfin ces mouvements de protestation des soldats en 1917, ce sont des grèves. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que des mutineries, c'est des incidents où on refuse le combat, on refuse la guerre, et on se met en état d'insurrectionnel, et on tue ses officiers. Des vraies mutineries, il y en a eu en 1917, des vraies mutineries extrêmement sanglantes, mais pas en France. Là où il y a eu des mutineries effroyablement sanglantes en 1917, c'est en Russie. C'est dans l'armée russe, où il y a eu des officiers qui se sont fait littéralement tailler en lanière par leurs soldats. C'était abominable. Bon. Il n'y a rien eu de tel dans l'armée française. Alors peut-être qu'en un ou deux endroits, il y a eu des échanges de coups de poing avec des sous-ofs ou avec des lieutenants ou que sais-je. Bon, oui, mais c'est pas aller beaucoup plus loin. Et puis surtout, les soldats ne se plaçaient pas dans une perspective insurrectionnelle. Ils se plaçaient dans une perspective, on fait la grève, on arrête, on refuse de passer à l'offensive, on refuse de continuer à monter à l'assaut dans des offensives absurdes qui vont être des boucheries. En revanche, on donne notre parole au commandement, on tiendra bon. Si eux attaquent en face, on tiendra le front. C'était le message global. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est une attitude, je dirais, de professionnel. C'est une vraie attitude de professionnel. C'est intéressant aussi parce que sociologiquement, c'est la preuve que l'armée, par le véritable melting pot qu'elle avait réussi à opérer entre les différentes couches sociales, entre 14 et 17, eh bien, l'armée avait acquis en quelque sorte la culture de la grève de la classe ouvrière française, qui était une culture qui, en 1914, était restreinte à la classe ouvrière, donc à certaines grandes villes ou à certains centres industriels. Les paysans français n'avaient pas cette culture, sauf dans certains coins. Donc là, c'est intéressant, il y a un vrai melting pot qui est révélé par ces études, de même que d'autres études ont révélé un melting pot similaire quand on étudie l'affaire dite du 13e corps en 1914, où en pleine bataille de la Marne, il y a eu un scandale sur laquelle la presse française a fait des manchettes énormes, il y a eu des interpellations à la Chambre, etc., etc. Le 13e corps d'armée, pendant la retraite de la Marne, se serait débandé, dixit la presse de l'époque, comme des lâches. Or, il se trouve que ce 13e corps d'armée était essentiellement composé de Marseillais et de gens du sud de la France. Et il y a eu des réactions dans la population, dans le reste de l'armée, dans la presse, etc., des réactions racistes contre les gens du Midi, qui étaient assez terrifiantes. Avec l'emploi d'un vocabulaire parfois qui est quasiment identique au vocabulaire raciste qu'on connaît depuis les années 50-60, par exemple, contre les Nord-Africains, contre les gens du Midi. Moi, je vois dans ma famille encore, je vois des gens qui n'existent plus, mais qui utilisaient encore qui avaient encore ces clichés dans la tête contre les Corses, les Marseillais et tout ça. C'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que ça permet peut-être d'éclairer sous un autre jour
la mode dans les années 30 en France du folklore marseillais. Film de Pagnol, chansonnier, etc., etc. Est-ce que cette mode, ce mythe du Marseillais sympathique, etc., n'a-t-il pas été créé, je ne sais pas, c'est une question que je pose, pour compenser en fait ce qui s'était passé autour de l'affaire dite du 13e corps. Le général Bach m'avait expliqué une fois, en discutant avec lui, il m'avait dit, oui, mais vous voyez Laurent, ce genre d'affaire du 13e corps, elle est possible en 1914, elle n'était plus possible en 17 ou en 18. Il y avait eu un tel brassage dans la troupe que ça n'aurait plus été possible. Les gens étaient vraiment mélangés, etc. C'était plus... ils se considéraient tous comme des égaux, quoi. Il n'était plus possible de monter des unités de telle région contre d'autres d'une autre région. Bon. Le général Bach a également prouvé que, là encore, contrairement à une légende, en fait, il s'est employé à briser deux légendes, à plusieurs légendes, mais en particulier, je dirais, les légendes de droite qui considéraient les soi-disant mutins de 1917 comme des salauds, des bolcheviques, des traîtres, des lâches, etc., mais également les légendes de gauche, les légendes antimilitaristes, qui voyaient, alors au contraire, de vaillants révolutionnaires hissant le drapeau rouge et prêts à marcher sur Paris et tout ça. Bon. Il dit en fait les deux sont faux, les deux sont tout aussi mythiques et idiots, voilà. Mais il dit en revanche, là, et puis il a surtout bien montré, on le savait déjà, mais là il l'a étayé, que là où il y a eu le plus de répression et le plus de morts du fait de la répression dans l'armée française, c'est pas en 1917, pas du tout. Il y en a eu très peu. Déjà parce que sur les plusieurs centaines de condamnations à mort qui ont été prononcées par les tribunaux militaires, il y en a seulement quelques dizaines qui ont été réellement exécutées. Mais il dit, en fait, là où il y a eu le plus de morts dans la répression de la troupe, c'est en 1914 et début 1915, notamment pendant la retraite de la première partie de la bataille de la Marne, où il y a une telle panique, parce qu'il dit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, il y a la panique des officiers, aussi bien l'officier subalterne, le lieutenant ou le capitaine qui est avec ses hommes sur le terrain, que plus haut dans la hiérarchie, dans les états-majors. Tout le monde panique de voir les Allemands arriver, avancer, et l'armée française refluer. Et dans la panique, ils ordonnent une répression impitoyable, et le plus souvent sans procès. Et puis d'ailleurs, souvent, cette répression se fait même sur le tas. C'est le lieutenant ou le capitaine qui sort son pistolet, son revolver, et puis qui menace ses hommes et qui en abat un ou deux. Bon, ça c'est 1914 ou 1905, ou 1915. Et non seulement pour des raisons de panique, mais également pour des raisons de justice militaire. C'est-à-dire que le code de la justice militaire qui était en vigueur au début de la guerre était complètement archaïque. Il était fait pour des armées et du type de combat, et c'est là où je vais y revenir tout à l'heure, sur les modifications du champ de bataille, qui était fait pour les tactiques et le champ de bataille et un art militaire du 19e siècle, et presque à la limite du 18e aussi, et qui n'était pas du tout adapté aux conditions modernes, ni aux conditions tactiques modernes, ni aux conditions sociologiques des armées modernes, etc., etc. Alors heureusement, le commandement français le comprendra dans le courant de l'année 1915 et fera travailler ses juristes pour établir un nouveau code de justice militaire qui commencera à être appliqué à partir de 1916. Mais bon, vous voyez, il faut inverser beaucoup de choses. Hein. Pas 1917, mais 1914, pas des mutineries, mais plutôt des grèves, etc., etc. Déjà, rien que ces travaux qui peuvent sembler, les travaux du général Bach, qui peuvent sembler ne pas être directement liés, ne pas être directement du travail d'histoire des opérations militaires, en fait en est, puisque, comme je viens de vous le laisser entendre, ça, ce sont des questions qui ne sont pas purement juridiques, mais qui sont en lien direct
avec l'art militaire, avec la tactique, avec le terrain et avec les réalités du champ de bataille. Et puis l'autre historien qui a beaucoup étudié aussi et qui a pas mal renouvelé ces questions d'histoire militaire hardcore, je dirais, pure, entre guillemets bien sûr, c'est Michel Goya, qui je crois est venu lui aussi à plusieurs reprises ici même, qui a publié plusieurs livres, et il vient de publier son dernier ouvrage, ce qui s'appelle, alors le titre exact, c'est « Les vainqueurs », sous-titre « Comment la France a gagné la Grande Guerre », qui vient de paraître chez Talandier il y a quelques mois. Alors, c'est un livre intéressant parce que là encore, il brise des clichés. Quand on parle à un Français 14-18, voilà, vous interviewez n'importe qui, vous essayez un micro-trottoir dans la rue, dans un bistrot, avec un chauffeur de taxi, ou même avec quelqu'un un intellectuel, quelqu'un d'homme de culture, etc. Quels sont les clichés que ça évoque pour vous? Réfléchissez pas tout de suite, dites-moi. Et vous pouvez être certain qu'il y a deux clichés qui vont ressortir immédiatement. C'est 1914, les pantalons rouges, les gens qui montent à l'assaut face aux mitrailleuses, bon. Et puis surtout, l'autre cliché, c'est les tranchées, la boue, l'horreur, les rats, les assauts, bon, tout aussi suicidaires d'ailleurs, mais différemment, bon, enfin, tout ce que tout un tas d'ailleurs de films nous ont montré, hein, depuis Les Sentiers de la Gloire jusqu'à plein d'autres. Alors, c'est pas que ces clichés soient faux, ils sont vrais. Mais les gens ne pensent jamais à 1918. On connaît le 11 novembre, on connaît la victoire, on connaît le défilé de la victoire. Mais on a l'impression que cette victoire, elle est arrivée comme ça, quoi, comme un cheveu sur la soupe, ou sur un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'on passe directement de Verdun, ou du chemin des Dames, de l'offensive Nivelle et tout ça, à la victoire. Comment? Ah ben on ne sait pas. Ben, si, pourtant, il y a eu un comment. Il y a eu cette victoire, elle est réelle. Parce que militairement, elle est réelle. Alors ensuite, la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de cette victoire, d'un point de vue politico-stratégique et diplomatique, avec le traité de Versailles, avec l'entre-deux-guerres et tout ça, c'est une autre histoire, comme disait Kipling, hein. C'est une autre paire de manches. Mais d'un point de vue strictement militaire, il y a eu une véritable victoire des Alliés, et en particulier des Français, en 1918. Et c'est ce que s'emploie à montrer Michel Goya dans son ouvrage. Et il explique très bien que l'année 1918 commence assez mal pour les Français, enfin pour les Alliés en général d'ailleurs, puisqu'au mois de mars, environ à la mi-mars, les Allemands déclenchent une immense offensive. L'offensive dite Ludendorff, du nom du général en chef des armées allemandes. Une immense offensive qui bouscule les lignes alliées, en particulier les lignes anglaises. Parce que Ludendorff avait compris que le point faible du dispositif allié, c'était les Anglais, et qu'il fallait attaquer sur ce point faible. Il n'a pas eu tort. C'est vrai que de ce point de vue-là, je dis ça sans aucun chauvinisme, hein, les gens qui me connaissent savent que quand il s'agit d'être sévère avec les Français, je suis parfaitement capable. Mais là, en l'occurrence, tout au long de la guerre, là encore, Michel Goya, dans des ouvrages précédents, l'avait bien montré. Déjà dans les années précédentes, les Français s'étaient beaucoup plus adaptés, beaucoup plus et mieux adaptés aux tactiques modernes que les Anglais. Dans la bataille de la Somme, par exemple, les Anglais ont eu des pertes 100 fois plus importantes, ou 10 fois, enfin peu importe, j'ai jamais été très copain avec les chiffres, que les Français, à des endroits similaires. Donc Ludendorff attaque en mars 1918, il y a une gigantesque offensive qui se déploie, ils arrivent à près de 100 km de Paris, un peu plus, un peu moins même de 100 km de Paris, donc les canons à longue portée, la fameuse grosse Bertha et tout ça, peuvent revenir et recommencer à bombarder Paris.
c'est une nouvelle panique. Les Anglais sont bousculés, les Français sont obligés de colmater les brèches, et les Américains ne sont pas encore prêts en mars 1918. Les troupes américaines qui sont déjà arrivées en France, elles sont encore dans des camps d'entraînement, du côté de Saint-Nazaire ou ailleurs, ou en région parisienne, et d'ailleurs où elles ont été confiées à des officiers et des sous-officiers français pour les former à la guerre moderne, parce qu'ils ne sont absolument pas prêts à ça. Hein. L'armée de terre américaine, je vous le rappelle, c'est une armée qui, en dehors de... À cette époque-là, j'entends, l'armée de terre, hein, pas la marine, l'armée de terre américaine, à cette époque, c'est encore ce que j'appelle, moi, une gendarmerie lourde. C'est-à-dire qu'elle est non seulement elle est très peu nombreuse, mais elle est faite essentiellement pour quoi, l'armée de terre américaine? Pour tuer des Indiens, des bandits mexicains et des grévistes. Donc c'est une armée de répression, c'est pour ça que je parle d'une armée, je parle d'une gendarmerie lourde. Ils savent faire à peu près que ça. Le général Pershing, qui est le commandant en chef des troupes américaines en 1918 en France, c'est un monsieur qui, 3 ans auparavant, a lancé des raids de cavalerie avec une armée encore avec les chapeaux à large bord au Mexique pour traquer Pancho Villa. Donc c'est encore une armée de western, hein, véritablement. De western ou de briseurs de grève. Hein, voilà, bon. Alors il y a eu l'exception de la guerre de sécession, mais là, une fois la guerre de sécession terminée, où là ils ont des armées absolument énormes, très modernes, très puissantes, mais une fois la guerre de sécession terminée, ils liquident tout. Parce que l'Amérique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays dont la tradition politique, dans ce domaine, et hormis la question maritime qui est très particulière, c'est une armée qui est... c'est un pays qui fonctionne selon un principe que je qualifierais d'antimilitarisme de droite. Hein, ou plutôt d'antimilitarisme tel qu'on pouvait le trouver dans la République romaine, par exemple. C'est-à-dire méfiance devant la force armée permanente. Vous savez qu'à Rome, les légions n'avaient pas le droit de rentrer dans Rome, et qu'elles devaient s'arrêter avant Rome devant ce petit ruisseau qui s'appelait le Rubicon, d'où l'expression ensuite franchir le Rubicon, parce que les troupes de César rentrent dans Rome pour faire un coup d'État. Il y a les mêmes principes aux États-Unis. Hein. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un militaire en uniforme n'a pas le droit de se promener dans les rues de la capitale fédérale américaine, de Washington, sauf s'il y est appelé par le Sénat. Mais sinon, c'est interdit. Hein, cette tradition d'antimilitarisme de droite, entre guillemets, bien sûr, hein, cette expression pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais on n'en a pas l'habitude chez nous, parce qu'on est habitué, là encore, au cliché de antimilitarisme égale gauche. Parce qu'on a l'habitude de ce qu'on a vu, nous, chez nous en France, dans les années 60-70. Bon. Donc l'armée américaine n'est pas encore prête, et au moment de l'offensive Ludendorff, les Français vont être de fait quasiment les seuls à être à même de faire face et à colmater les brèches faites par les Allemands, essentiellement dans le dispositif britannique. Ils les colmatent d'autant mieux que, et c'est là on en vient au cœur du bouquin de Goya, que l'armée française de 1918, et ça aussi on l'oublie, ou on l'ignore, c'est que c'est la plus puissante et la plus moderne du monde à cette époque. Elle l'est devenue. En 4 ans de travail, en 4 ans de souffrance, en 4 ans où elle a payé le prix cher, le plus cher qu'on puisse imaginer. Un petit peu, toutes choses étant égales par ailleurs, de ce point de vue-là, la situation est un petit peu comparable. J'ai pas dit identique, j'ai dit comparable à ce que sera la situation de l'armée rouge en 1945. Qui est une armée lamentable en 1941, mais qui apprend en payant le prix le plus cher qu'on puisse imaginer, et qui en 1945 détruit tout sur son passage. En payant là encore un prix très très cher aussi, bien sûr. Mais
L'armée française de 1918, donc, c'est une armée qui a, mieux que toutes les autres à l'époque, intégré, intériorisé, compris les transformations, les tactiques de la guerre moderne, mais c'est aussi une armée, donc, avec non seulement au niveau des tactiques d'infanterie, ce qu'on pourrait appeler la micro-tactique, mais également du point de vue de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la grande tactique, c'est-à-dire la combinaison ou la combination, savoir combiner l'action des différentes armes sur le champ de bataille. Dans des séquences, des séquences successives ou simultanées d'ailleurs, avec action quasiment chronométrée de l'infanterie, de l'artillerie, des blindés, parce que l'armée française est une armée qui possède énormément de blindés en 1918, les fameux petits chars Renault FT-17 que vous connaissez, qui sont des petits chars révolutionnaires parce que le FT-17 c'est le premier char qui est conçu selon l'architecture qui reste celle aujourd'hui encore des chars, même si c'est de façon très grossière, des chenilles et une tourelle mobile au-dessus. Alors que les premiers chars avant le FT-17, que ce soit le Schneider ou le Saint-Chamond français, ou les chars marque anglais, ou les quelques rares chars allemands, etc., sont des chars qui sont quasiment des cuirassés terrestres, qui sont des machines qui aujourd'hui feraient merveille dans des romans de science-fiction, comment ça s'appelle, steampunk, pour parler de ce nouveau sous-genre de la science-fiction. Bon, le FT-17, c'est un char extrêmement moderne, extrêmement mobile, pour l'époque, bien sûr. Pour nous, c'est un tas de ferraille abominable, mais pour l'époque, c'est un modèle révolutionnaire qui va d'ailleurs être exporté ensuite, qui va équiper l'armée américaine, puisque la France et l'industrie française, en 1918, alors qu'une bonne partie du potentiel industriel de la France et des mines sont en territoire occupé par les Allemands, l'industrie française est capable de produire des quantités de chars, d'armes, de canons et de munitions des quantités faramineuses qui peuvent équiper aussi bien l'armée française que même l'armée américaine. L'armée américaine va être équipée en grande partie de matériel français dans l'artillerie et les chars. C'est des matériels français que posséderont les Américains en 1918. Un peu, là encore, si on peut faire un parallèle, de même que l'armée française en 1944-1945, c'est une armée équipée par les Américains. Que ce soit au niveau des uniformes, des casques, des chars, des jeeps, bon. En 1918, c'est l'inverse. Et puis, alors les munitions également, parce que la guerre moderne, c'est une grande consommatrice de munitions. Les usines de munitions en 1914 ne tournent pas à un régime suffisant. En 1914, les généraux sont obligés de compter à l'unité près le nombre d'obus dont ils disposent chaque jour. Et pour une guerre moderne, c'est une situation cauchemardesque. En 1918, il n'y a rien de tel. Ils peuvent utiliser de l'artillerie comme ils veulent, si j'ose dire, ou presque. Et puis, c'est une armée, parce que la guerre moderne, ce n'est pas uniquement de la puissance de feu, des chars, des canons, des fusils, des mitrailleuses, mais c'est d'abord et avant tout de la logistique. Alors la logistique, la première chaîne de la logistique, le premier élément de la logistique, c'est l'industrie. On vient de le voir. Mais, et puis la dernière, c'est les véhicules. Et en 1918, l'armée française est la plus moderne du monde en termes de nombre de voitures automobiles et de camions, surtout de camions. C'est une armée mécanisée moderne. Et c'est ça qui lui permet de vaincre. Et c'est ça qui lui permet notamment de bloquer la contre-offensive l'offensive de Ludendorff par des contre-offensives parfaitement
ciblée, et les troupes françaises sont capables, grâce à cette mobilité, de venir colmater comme des rustines tous les points du dispositif anglais qui sont enfoncés. Et ça, c'était important de le savoir, et je pense que cet ouvrage, donc Les Vainqueurs, est vraiment le bienvenu, parce que c'est une vraie... non seulement c'est un grand bol d'air frais qui permet de rappeler et de briser, de contribuer à briser cette légende assez pénible qui accourt dans le monde, mais même en France, qui voit dans l'armée française une armée lamentable, systématiquement lamentable. Elle a pu l'être, oui, c'est vrai, à certains moments, mais pas toujours. Alors la question qui se pose maintenant, bon, je ne vais pas épiloguer 107 ans parce que j'ai 2 autres bouquins à présenter quand même, mais la question qui se pose maintenant, et si vous voulez on pourra l'aborder tout à l'heure pendant les questions, c'est comment se fait-il que cette armée extraordinaire et ultramoderne de 1918 se soit délitée, se soit effilochée, si j'ose dire, et soit devenue l'armée qui subira la défaite que l'on sait en 1940. Pourquoi? Comment? Que s'est-il passé? Ensuite, deuxième ouvrage dont je vous parle, alors c'est le seul que j'ai physiquement, c'est un petit ouvrage fort modeste d'un jeune historien qui s'appelle Sylvain Ferreira, c'est un ouvrage qui s'appelle « L'inévitable défaite allemande, mars-juillet 1918 ». Alors, là aussi, on sait, ils abordent, alors c'est un ouvrage, alors c'est vraiment un ouvrage très, alors là d'histoire militaire vraiment très sérieuse et très hardcore, hein, une fois de plus, qui s'emploie à étudier et à décortiquer les fameuses offensives Ludendorff du printemps et du début de l'été 1918. Et donc il complète à merveille le bouquin de Goya, parce que le bouquin de Goya montre comment et pourquoi l'armée française a gagné, mais celui de Ferreira nous montre comment et pourquoi l'armée allemande a vaincu aussi. Parce que la grande offensive de Ludendorff, elle a échoué à la fois du fait des coups d'arrêt portés par les Français et des contre-offensives que les Français vont lancer dans la foulée, mais ces offensives Ludendorff vont aussi échouer parce qu'elles sont horriblement mal organisées. Elles sont à la fois très bien organisées dans certains points, mais lamentables sur d'autres. Et donc les Allemands, l'armée allemande de 1918 a réellement perdu la guerre. Et là aussi, ça permet de mettre à nouveau, parce qu'il y a déjà eu des travaux qui l'ont montré depuis longtemps, ça, mais c'est une pierre de plus qui montre que cette légende inventée par l'extrême droite allemande dès décembre 1918, à savoir la légende du coup de poignard dans le dos, est un mensonge et un trucage historique, une falsification historique absolument infâme. Les Allemands n'ont pas été poignardés dans le dos. L'armée allemande a perdu. L'armée allemande a pris, passez-moi l'expression, mais ils se sont pris une dérouillée monumentale. Alors oui, il y a eu des grèves insurrectionnelles, des mutineries et tout ça dans l'armée allemande, et une décomposition générale du pays, de l'État, de l'armée, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais cette décomposition est venue après l'échec des offensives Ludendorff. Ce n'est pas un coup de poignard dans le dos. Elles sont le produit de cet échec. Et donc cette légende de l'armée poignardée dans le dos par les juifs, les communistes et les grévistes,
c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. C'était un discours soigneusement choisi en termes marketing, si j'ose dire, par l'état-major allemand et par la caste militaire prussienne, dont je vais avoir l'occasion de vous parler dans un instant. Mais c'est faux. Ajoutons aussi, avant de venir au pourquoi et au comment de cet échec, d'un point de vue strictement militaire, mais de façon plus large, c'est que, en fait, ces offensives, elles avaient été pensées de façon strictement tactique. Or, l'échelle de ces offensives, c'est-à-dire un front s'étendant sur une partie du nord-est de la France, c'est plus l'échelle de la tactique. On n'applique pas, vous savez, cette question entre tactique, art opératif et stratégie, c'est un petit peu comparable à ce qu'on trouve en physique. Vous savez, la physique quantique, la physique newtonienne, la physique einsteinienne, la physique de la relativité, etc., etc. Il ne s'agit pas de dire c'est Einstein qui a raison, non, c'est Newton qui a raison, non, c'est Euclide qui a raison, non, c'est les spécialistes de la physique quantique qui ont raison, etc. Il ne s'agit pas de les opposer, ils ont tous raison, mais ils ont des raisons à des échelles différentes. La théorie de la relativité, elle est utile et opératoire pour décrire des phénomènes physiques à des échelles et des distances gigantesques. La physique quantique, c'est exactement l'inverse. Elle fonctionne à des échelles microscopiques, même plus que microscopiques. La physique newtonienne ou euclidienne fonctionne à nos échelles à nous. Et ce qui est vrai à notre échelle à nous, n'est pas vrai à l'échelle de l'univers, où pour ça il faut utiliser la physique d'Einstein, n'est pas vrai à l'échelle non plus des particules et des atomes, où là il faut utiliser la physique quantique. Eh bien, je dirais que dans l'art de la guerre, dans l'art militaire, c'est un petit peu similaire. Vous avez la stratégie, vous avez l'art opératif et vous avez la tactique. Et ce qui est vrai à l'échelon de la tactique n'est absolument pas vrai aux échelons supérieurs. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est ça que fondamentalement les Allemands, tous les autres à l'époque aussi d'ailleurs, mais plus particulièrement les Allemands, et on va voir pourquoi, n'ont jamais compris. Ils se sont obstinés pour des raisons politiques, idéologiques, culturelles, etc., qu'on va aborder, parce qu'elles sont l'objet essentiellement du troisième ouvrage, se sont obstinés à penser ces questions en termes de tactique. C'est-à-dire en termes de, on gère des actions militaires au niveau d'un champ de bataille. Et comme par hasard, le champ de bataille qu'ils ont tous dans l'esprit à l'époque dans l'armée allemande, c'est le champ de la bataille de Cannes. Vous savez, dans l'Antiquité, entre les Romains et les Carthaginois. Bon. Oui, mais le champ de la bataille de Cannes, je vais exagérer, mais je ne sais pas, c'est peut-être 2 ou 3 terrains de foot, à peu près. Quand on passe à l'échelle du nord-est de la France, même si c'est seulement une partie du nord-est de la France, ça ne fonctionne plus pareil. Et déjà, c'était un problème, c'était déjà pour les mêmes raisons que leur offensive de 1914 a échoué. Et notamment, tout ce que je suis en train d'expliquer là, ça semble être du beau discours très théorique, très abstrait, tout ça, mais non, c'est très concret. Leur logistique, par exemple, est lamentable. Ils font des actions tactiques. Alors déjà, d'un point de vue art militaire stricto sensu, ils font des actions tactiques qu'ils remportent. Parce que d'un point de vue tactique, ils sont brillantissimes. Et ils enfoncent le front, ils l'enfoncent, ils sont de l'autre côté. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont rien de prévu pour l'exploitation de ces percées tactiques. Rien n'est prévu. Et rien n'est prévu encore plus quand vous avez la division d'infanterie d'à côté qui a elle aussi percé. Et il serait intéressant justement de voir ce que les deux unités qui ont percé peuvent faire ensemble de façon combinée pour poursuivre l'action. Rien n'est prévu. C'est on avance tout droit bêtement et puis bon voilà. Oui, mais c'est pas de l'art de la guerre, ça c'est le degré zéro de la pensée militaire.
C'est le degré zéro. Et on a même, d'un point de vue logistique, et c'est là où je vais vous donner un exemple très très concret, on a eu des exemples, on a trouvé des exemples où à plusieurs reprises, les troupes allemandes, dans le cadre de leurs offensives victorieuses, ont avancé de plusieurs dizaines de kilomètres et sont tombés sur des dépôts de ravitaillement alliés, français, anglais, etc. Bon. Et notamment des dépôts de nourriture. Pour un pays et une armée qui sont déjà en état de disette, voire de quasi-famine. Des dépôts de nourriture. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? En plusieurs endroits, les soldats ont tout arrêté. Ils se sont précipités sur les dépôts, sur les boîtes de conserve, pour bouffer, s'empiffrer. Et les officiers ont eu beau tout faire pour les menacer à coups de revolver ou de pistolet chez eux, bande de salopards, bande de goinfres, etc., pas question de s'arrêter, on continue. Non, ils n'entendaient plus rien. Tellement les types crevaient de faim. Bon. Vous voyez, ça aussi, ça a contribué à l'échec de l'offensive allemande. Même des petits détails qui peuvent sembler idiots de ce genre. Et oui, donc ce que j'explique d'un point de vue art militaire, non seulement leurs succès tactiques ne débouchent sur rien, mais ils sont de toute façon dans l'impossibilité totale de les exploiter du fait de leurs ressources limitées, tant en hommes, en matériel et en ravitaillement, qu'en termes d'objectifs stratégiques et donc politiques. En d'autres termes, ils mènent la guerre la plus futile et la plus vaine que l'on puisse concevoir. Le tout à coups de centaines de milliers d'hommes, à coups de centaines de milliers de vies humaines, allemandes ou françaises ou anglaises d'ailleurs, hein, tout mêlé, tout entremêlé. Et on peut ajouter, au final, après une série d'offensives superficiellement victorieuses, et qui se succèdent du début du printemps au début de l'été, l'armée allemande ne s'est pas seulement essoufflée pour rien, mais elle est dans un état bien pire qu'au début de l'année. Et là, il y a une série de contre-offensives alliées qui peut commencer, et qui va les bousculer. Et là, comme je l'évoquais tout à l'heure, rapidement, tout s'effondre à partir de là, chez les Allemands. Tout le dispositif allemand va s'effondrer, comme un château de cartes. L'armée s'effondre, la flotte se mutine, des grèves insurrectionnelles éclatent un peu partout, la monarchie allemande s'effondre, tout se casse la figure. L'État, la nation entière, tout se casse la figure. Et c'est là qu'on peut dire que si les Allemands avaient eu, pour déclencher et mener ces offensives, s'ils avaient eu un véritable plan stratégique au service d'objectifs politiques bien définis, une stratégie doit se penser en termes d'objectifs politiques à atteindre. Sinon, c'est pas la peine, on ne fait pas des offensives pour le plaisir de faire des offensives. Oui, mais en l'occurrence, pour l'armée allemande, si, c'est ça le problème, je vais y venir. Donc, un véritable plan stratégique, au service d'objectifs politiques bien définis, dans lesquels les opérations et toutes les autres actions tactiques se seraient intégrées pour être mises au service de ce plan stratégique, eh bien, ça aurait permis à Berlin, de façon à peu près certaine, non pas de gagner la guerre, certainement pas, je pense que c'était plus possible, mais au moins de négocier la paix dans des conditions bien meilleures. Ça, c'est à peu près certain. Parce que leur défaite de 1918, c'est vraiment une raclée. D'un point de vue militaire, mais ensuite d'un point de vue politique aussi, comme vous le savez. Ce qui nous amène au troisième ouvrage.
Alors, qui est un ouvrage, à mon avis, qui est le plus intéressant des trois, ce qui ne veut pas dire que les deux précédents ne le soient pas, hein, mais c'est parce que c'est une vraie étude d'histoire militaire, là encore pure, entre guillemets, mais d'histoire militaire totale, c'est-à-dire d'histoire militaire qui est à la fois de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, voire à la limite de l'histoire anthropologique. C'est un ouvrage d'une historienne américaine qui s'appelle Isabel Hull, H-U-2-L, et qui s'appelle Absolute Destruction, la destruction absolue, sous-titre Military Culture and the Practice of War in Imperial Germany, c'est-à-dire culture militaire et pratique de la guerre dans l'Allemagne impériale. Et c'est paru en 2005 aux éditions des presses de l'université de Cornell. Alors, là, on a un ouvrage qui est, je pense, un ouvrage majeur pour penser de façon globale la question de la guerre, tant d'un point de vue politique et stratégique d'un côté que d'un point de vue tactique et purement militaire de l'autre, de façon globale, la guerre au XXe siècle. Alors pour penser de façon globale la question du mythe de l'efficacité militaire allemande, parce que c'est un mythe, mais pour penser la question, c'est une pierre très très importante à l'édifice qui nous permettra, qui commence déjà à nous permettre de penser la guerre mécanisée industrielle moderne. Ça va, je suis encore dans les temps, limite. Oui, limite. Bon. Vous laissez 5-10 minutes. Bon. C'est dommage parce que c'est le plus... bon. En fait, elle part d'une étude historique, elle étudie, cette historienne, comment cette armée allemande s'est créée une culture de la guerre dans les décennies qui précèdent la guerre de 14. C'est une armée qui est issue, c'est une armée allemande, mais dont le noyau est celui de l'armée prussienne. L'armée prussienne qui s'est constituée au XIXe siècle à partir de la séquence 1805-1813 des guerres napoléoniennes et du renouveau prussien, et qui va donner naissance au milieu, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à un outil formidable qui est le grand état-major prussien, qui est le premier grand état-major moderne, qui est un outil assez remarquable. Comme tous les adversaires de la Prusse l'apprendront à leurs dépens entre 1860 et 1870-71, et nous sommes bien placés pour le savoir, c'est un outil formidable. Mais, c'est un outil formidable, mais qui a aussi des limites et des défauts. Et ces limites et ces défauts vont être démultipliés par des problèmes politiques et sociologiques qui vont se produire dans cette Allemagne des dernières décennies du XIXe siècle. C'est-à-dire que dans les dernières décennies du XIXe siècle, à la faveur des victoires retentissantes obtenues par la Prusse, d'abord contre le Danemark, ensuite contre l'Autriche, et enfin contre la France de Napoléon III, l'armée prussienne devenue armée allemande à partir de 1871 se sent véritablement la plus importante du monde. Et elle l'est. Elle l'est. À titre d'anecdote, c'est marrant, quand vous voyez des planches, soit de gravure, soit de photographie de soldats des pays, par exemple, d'Amérique latine, au XIXe siècle, avant 1870, ce sont des soldats de l'armée péruvienne, bolivienne, chilienne ou que sais-je, qui sont habillés comme à l'arme de façon napoléonienne. Parce que le modèle dans ces pays-là, à l'époque, c'est la France, l'armée française, Napoléon, etc. Après 1870, ils ont tous des casques à pointe. Même s'ils sont pieds nus avec des têtes d'Indiens des Andes,
Ils ont des casques à pointe. Vous voyez, c'est assez... Bon. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, pour une partie des armées latino-américaines. L'armée chilienne, par exemple, est une armée encore modelée sur le modèle prussien. Avec pas de loi, casque à pointe dans les parades, etc. Enfin bon. Et le problème, c'est que du coup, vous avez une caste militaire, une caste des officiers de l'armée prussienne qui va en quelque sorte faire une forme de coup d'État en douce, et étalé dans le temps, dans la durée. Coup d'État non seulement face au pouvoir politique, non seulement face au pouvoir politique civil, mais même à celui de l'empereur, puisque dans le cours de la Première Guerre mondiale, le pouvoir de l'empereur va être de fait réduit à la portion congrue. Hein. Le pauvre Guillaume II, à la fin, il n'a plus aucun pouvoir. Enfin, le pauvre Guillaume II. Ouais. C'est une façon de parler. Mais parce que ils estiment en tant que caste quasi féodale, en tant que caste professionnelle et sociale, que le pouvoir politique n'a rien à leur dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais il existe un ministère de la guerre en Allemagne, sous le Deuxième Reich de Guillaume II, mais ce ministère de la guerre ne s'occupe que des questions administratives et de ravitaillement. Il n'a aucun pouvoir sur l'état-major. L'état-major est indépendant du ministère de la guerre et ne rend compte théoriquement qu'à l'empereur, et théoriquement, mais dans la réalité, ne va finalement plus rendre de compte à l'empereur, et va fonctionner en circuit fermé. Et c'est là que se trouve la racine principale de la catastrophe que va constituer le modèle militaire allemand au XXe siècle. Parce que ce mythe militaire allemand est l'une des plus énormes baudruches qu'on puisse imaginer dans l'histoire de l'art militaire. Ce que je rappelle à tous les gens qui n'arrêtent pas de me vanter l'armée allemande, la Wehrmacht, ceci, cela, j'ai écouté. Moi, je suis désolé, mais j'admire pas les armées de losers. J'admire pas les armées qui perdent les guerres. Moi. Désolé. Alors effectivement, ils étaient excellents au niveau tactique. Ils étaient excellents également à un autre niveau auquel on ne pense jamais, qui est l'armée le niveau de ce que j'appellerais le professionnalisme militaire. C'est-à-dire la militarité, l'entraînement, le sens de la discipline, le sens comme on dirait en langage populaire, de la niaque, quoi, de l'agressivité, du mordant. Effectivement. Mais leur pensée des questions opératives est à peu près nulle, et la pensée stratégique allemande, que ce soit pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, est lamentable. Lamentable. Or, en pensant des guerres qui sont planétaires, qui se déroulent sur des champs de bataille où le terme de bataille n'est même plus adéquat, puisque les opérations se déploient sur des terrains complètement dilatés dans le temps et également dans l'espace, tous les paradigmes d'échelle, de temps, d'échelle géographique, de distance, etc., qui sont les paradigmes de la tactique, ne sont plus opératoires. Alors ça peut faire illusion en certains temps, face à des gens pas préparés ou tout ça, face à des gens qui commettent de grosses erreurs, face à des armées qui ne sont pas suffisamment dirigées fermement, etc. Bon, ça permet des coups flamboyants, une fois, deux fois, trois fois, mais pas plus. Moi, je compare ça souvent, ce mythe de l'armée allemande, on pourrait comparer ça à ce qui se passe, vous savez, dans certaines grandes familles d'industriels d'autrefois, où vous aviez le grand-père qui bâtissait un empire industriel, le père ensuite
la deuxième génération qu'il gérait, et puis la troisième génération, le fils claquait tout en Maserati et en bêtises de genre, quoi. Bon ben, alors effectivement, plus la fortune bâtie par le grand-père a été formidable et a été énorme, plus le petit-fils mettra de temps à la dilapider. Ça c'est vrai. Mais au final, il la dilapidera quand même. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'armée allemande. Tant pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Seconde. Alors oui, effectivement, ils ont réussi des splendides coups en 1940. D'accord, en 1941, à la fois, ils enfoncent le front russe, l'opération Barbarossa, etc. Mais ils s'enlisent. Ça ne sert à rien. Bon. Mais, ce qui est intéressant aussi, d'un point de vue cette fois-ci quasiment anthropologique, c'est que cette culture... Alors, entre parenthèses, tout ça a été permis aussi, cette prise de pouvoir par l'état-major prussien a été permise aussi par le fait qu'ils vont rapidement, dans les années 1870-80, ils vont rapidement éliminer le seul homme qui aurait été capable de maintenir le lien entre le politique, le stratégique et le militaire. Le seul homme intelligent qui avait l'envergure intellectuelle pour maintenir ça, qui s'appelait Bismarck. Il va être rapidement éliminé. Alors pas éliminé de façon stalinienne, il ne va pas se prendre de balles dans la nuque, mais il va être mis au placard. Il va être envoyé à la retraite. Alors que lui aurait pu empêcher ça. Parce que cette prise de pouvoir avec cette idéologie de la tactique, et ce qu'elle implique, je vais venir dans un instant, avec cette idéologie de la tactique, c'est produit en plus au pire moment historique qui soit, c'est-à-dire au moment où la guerre mécanisée et industrielle moderne commence à se déployer partout dans le monde. Ça aurait été moins grave si ça s'était produit en 1780 ou en 1820. Ça aurait eu moins de conséquences néfastes. Mais là, au moment précis, où on se trouve dans le moment macro-historique de déploiement de la guerre mécanisée industrielle, c'était une catastrophe. Ça va avoir des conséquences très, très nettes du point de vue de l'art de la guerre, et je terminerai là-dessus. Première conséquence, on ne pense que la tactique, et rien d'autre. Deuxième conséquence, on ne pense pas, ou très peu, ou très mal, parce que c'est méprisable et c'est pas intéressant, les questions logistiques, les questions de renseignement. Alors que c'est sûr, pour ces officiers prussiens à casque à pointe, casquette et monocle, hein, on a tous le cliché dans la tête, c'est sûr que l'espionnage, c'est un truc de voyou, c'est méprisable. La logistique, c'est un truc d'épicier. C'est pas glamour, la logistique. Hein. C'est pas glamour, c'est un truc d'épicier. Compter les boîtes de conserve, les obus, les bandes de mitrailleuses, etc. Bon. C'est un truc d'épicier, de contremaître, ça n'a aucun intérêt. C'est pas noble, c'est pas digne de nous. Pas nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement les opérations. Mais c'est de la tactique pour la tactique. Comme on l'a vu dans l'offensive de 18, ils mènent des opérations tactiques avec maestria, parce que c'est vrai qu'ils sont très compétents dans ce domaine, mais une fois que la percée est effectuée, ils se retrouvent, pardonnez-moi l'expression, c'est une expression populaire, mais ils se retrouvent comme deux ronds de flanc. Qu'est-ce qu'on fait? J'exagère un petit peu, mais ça revient à ça au final. Et puis, à force de penser la tactique, pour la tactique en elle-même, comme quelqu'un qui, je veux dire, vous êtes un ébéniste, vous fabriquez des meubles en bois, mais au bout d'un moment, ces meubles en bois, il faut bien se poser la question de à quoi vont-ils servir? Si vous produisez, même si vous aurez beau être le meilleur ébéniste du monde, si vous produisez des commodes Louis XV ou que sais-je,
à tire-larigot, elles auront beau... S'il y a tous les gens du monde sont déjà équipés de commodes, de 2 ou 3 commodes, au bout d'un moment, vous aurez beau continuer à les produire, ça ne servira plus à rien, c'est sans objet. Ben, la question de la tactique, c'est pareil. Bon. Quelle que soit votre compétence, et Dieu sait s'ils en avaient, Dieu sait s'ils en auront, et jusqu'en 1945, jusqu'à la fin. Mais surtout, ça va induire, et je vais terminer là-dessus, ça va induire cette culture de la tactique pour la tactique, au détriment de toute idée d'objectif politique de la guerre. Ça va impliquer qu'on va penser la guerre, que le seul objectif pseudo-stratégique qu'envisagent les états-majors allemands, c'est la destruction absolue de l'adversaire. C'est tout. C'est détruire l'adversaire. Oui, mais c'est pas ça la guerre. Ça peut être détruire l'adversaire, ou des morceaux, ou des fragments, des segments de l'adversaire à certains endroits, mais aussi ça peut être négocié, ça peut être faire prisonnier, ça peut être... C'est beaucoup plus... La stratégie, c'est beaucoup plus que simplement tout raser. C'est beaucoup plus subtil que ça. Là, c'est absurde, c'est non seulement inhumain, mais je ne veux pas proférer ce jugement uniquement en termes de morale, même en termes froids et cyniques de politique et de stratégie. C'est un truc qui vous retombe dessus fatalement, parce que chercher systématiquement la destruction, c'est pas viable. Alors effectivement, ça va donner une armée allemande dont tout l'encadrement, du haut en bas de l'encadrement, va être imprégné d'une culture de l'ultra-violence et de la destruction qu'on a vu se déployer pleinement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on verra déjà se déployer pendant la Première. Souvenez-vous des affaires de civils français ou belges massacrés en 1914. L'affaire de Kiev en 1918 que je vous évoquais tout à l'heure, ou les massacres et les quasi-génocides perpétrés par l'armée allemande dans ses colonies, en Afrique, notamment dans l'actuelle Namibie, contre les Herero. Bon, où c'est déjà un génocide. Entre parenthèses, le gouverneur de la colonie, c'était le père de Göring. Donc les chats font pas des chiens. Mais ce qui est intéressant, et ça, cette historienne américaine le montre bien, c'est que les Herero s'étaient battus et avaient été battus dans une bataille face aux troupes coloniales allemandes. Ils avaient été battus, et pour eux, on a été battus, on se rend. Voilà. Je me rends, quelles sont tes conditions? Les Allemands, non. Tu ne te rends pas, non. On refuse ta reddition. Et c'est là que le génocide a commencé. Véritablement. Par esprit de système, si j'ose dire. Ils ne voulaient pas se contenter d'une reddition des Herero. Ils ont voulu les détruire. Vous voyez, et ça aussi, c'est un produit de cette idéologie militaire allemande qui s'était développée à cette époque-là. Alors, bon, bien sûr, on pourrait en parler encore très longtemps, surtout de ce... Moi, je ne peux que vous inciter à lire ces livres, si ça vous intéresse, bien entendu. Ce soit le bouquin de Sylvain Ferreira, celui de Michel Goya, mais surtout, si vous lisez l'anglais, si vous avez le courage, surtout le bouquin d'Isabelle Hull, c'est un livre qui, selon moi, est un livre qui fera date dans l'histoire militaire et qui est important pour penser les questions militaires et les questions stratégiques, donc les questions politiques et géopolitiques, non seulement du XXe siècle, mais à mon avis encore d'aujourd'hui, et parce que il y a des leçons à tirer de cet échec du système, de cet échec dramatique, tragique du système militaire allemand. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, mais bien sûr j'ai été trop long, je suis désolé Bertrand, mais je pense que vous aurez compris que c'est un sujet quand même tout à fait énorme. Merci beaucoup Laurent. Je vous en prie. Merci.
le débat est ouvert. C'est Laurent qui l'anime en l'absence de Raoul. Oui. Merci, c'est passionnant. Vous avez évoqué une arme nouvelle, les chars, les tanks. Mais qu'en est-il de l'aviation militaire qui est apparue à cette occasion-là? Tout à fait. Alors, je l'ai oublié de le signaler parce que j'étais déjà dans ma tête en train de me dire il faut que j'élague pour gagner du temps. Mais évidemment, l'aviation aussi, c'est fondamental. Et là encore, les Français sont les plus modernes et les meilleurs. Tant qualitativement que quantitativement. L'aviation française en 1918, c'est énorme. C'est des milliers et des milliers d'avions, et d'excellents avions. Là encore, l'aviation américaine en 1918, elle est équipée d'avions français, hein, essentiellement. Et elle est énorme. Et les Français, non seulement les appareils, d'un point de vue strictement technologique, sont excellents et très nombreux, les pilotes sont très bons, mais en plus, ils commencent à s'élaborer une véritable pensée tactique et préopérative de l'emploi de l'aviation, avec la notion de division aérienne, etc., etc. Enfin, c'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme et d'autant plus rageant que c'est le domaine dans lequel on sera probablement, enfin l'un des domaines dans lequel on sera le plus en retard en 1940. Mais l'aviation, oui, c'est énorme à cette époque-là. Ah, déjà en général, mais en particulier l'aviation française. Oui, ça, vous avez raison de le rappeler, hein, merci, parce que c'est un oubli qui ne pouvait pas passer, ça. Vous avez évoqué le manque de stratégie et d'idées politiques. Alors justement, mais en 14 à la base, c'est-à-dire au début, quand l'Allemagne attaque la France, elle veut faire quoi? Parce que les nazis, on peut comprendre, d'après Mein Kampf, qu'on voulait occuper, exploiter. Et là, dans ce cas-là, ça paraît absurde quelque part. Alors, en 1914... Il y a des alliances. Mais... Non, bien sûr. Alors, en 1914, là encore, c'est une question importante. En 1914, l'objectif pseudo-stratégique de l'armée allemande, c'est la destruction de l'armée française. Point. Mais ce n'est pas un objectif stratégique, ça. Éventuellement, c'est un objectif tactique. En réalité, c'est plutôt un fantasme qu'un objectif. D'où le plan Schlieffen. Plan Schlieffen qui est basé sur les principes de la bataille de Cannes et qui veut appliquer à l'échelle de la France du Nord-Est un truc qui s'est déroulé sur 2 terrains de foot. Une bataille qui s'est déroulée il y a 2000 ans avant sur 2 terrains de foot. Pour faire le coup de faucille, etc. Parce qu'en fait, l'armée allemande, elle a trouvé une martingale au XIXe siècle, c'est l'encerclement, de préférence double encerclement, les mâchoires, voilà. Et ils connaissent que ça. C'est leur martingale, ils l'appliquent à tous les coups. Alors c'est vrai que ça marche souvent, mais sauf que l'art de la tactique, c'est pas uniquement le double encerclement. C'est comme si aux échecs, vous disiez que, je sais pas moi, l'ouverture sicilienne est la seule ouverture possible. Ben non, il y a des centaines d'autres ouvertures, vous voyez, c'est pareil. La tactique, c'est pas uniquement... Une fois, je m'étais engueulé avec un officier qui me disait, vous savez, la tactique, hein, Heininger, c'est simple, hein, c'est soit ça, soit ça. Oui, d'accord, mon colonel, c'est bien. Vous avez raison. Dans ma tête, je disais, espérons que... Espérons qu'il ne sera pas aux commandes, celui-là, mais... oui, c'est vrai que c'est les deux figures tactiques. On va parler de figures tactiques, exactement qu'on parlerait de figures en danse, vous voyez, en chorégraphie. Bon. Sont les deux figures tactiques les plus communes, les plus évidentes. Oui, l'encerclement, la double pince ou la percée. Bon, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, le plan Schlieffen, c'était on encercle l'armée française, on la prend à revers et on la broie. Et une fois que l'armée française est broyée et détruite, on va faire le coup de Sedan 1870, mais à une échelle bien supérieure. Et une fois que c'est ça, l'armée française la France n'aura plus d'armée, et on pourra lui imposer notre volonté, on sera tranquille, et on pourra se retourner contre les Anglais, qui sont au final notre véritable adversaire sur les mers, contre les Russes et tout ça, où on pourra prendre du territoire. Bon.
Ben oui, mais manque de peau, le plan Schlieffen échoue. Manque de peau, parce que les Français ont la niaque eux aussi. Et ils se redressent. C'est le fameux miracle de la Marne. Ben oui, mais alors, et là, ils sont en nouveau comme de ronds de flanc. Je pense que j'ai répondu, enfin, je sais pas. Hein. Oui. Christian. Il y a un écrivain allemand, Erich Maria Remarque, Oui. qui va exactement dans votre sens. Ah. Qui montre des soldats allemands admiratifs de la supériorité militaire des Français et qui montre également des soldats allemands mourant de faim. C'est la raison pour laquelle Hitler a fait brûler le livre. Écoutez, je suis très fier de savoir qu'Éric Maria Remarque pensait comme moi. Enfin, de savoir que moi, je pense comme Éric Maria Remarque. Et les Allemands, les Américains ont tiré un film qui va exactement dans ce sens. Oui. On voit les Allemands, les soldats allemands admirant la supériorité militaire des Français par rapport à leur armée à eux, qui n'avaient plus d'obus, plus de canons. En 18, oui. En 14, c'est pas le cas, en 15 non plus, mais en 18, c'est clair, oui. Mais du coup, je l'ai le film chez moi, c'est à l'Ouest, rien de nouveau. Hein. Oui, c'est ça, c'est à l'Ouest. Et je l'ai, je vais essayer de le retrouver, il doit être quelque part de mon bazar, j'ai le DVD, je vais essayer de le retrouver, de le revisionner, parce que... Ouais. Donc j'aurais voulu savoir quelle a été l'importance en fait des géopolitiques allemands, par exemple Ratzel ou Haushofer. Ça, c'est toute une vaste question. Pardon. Non, mais sur laquelle j'ai des éléments qui sont importants, mais qui, je pense, ne sont pas suffisants. Je pense que ces théoriciens... Alors, il y a la théorie en tant que telle. C'est toujours quelque chose qu'il faut se poser, une question qu'il faut se poser, une problématique qu'il faut poser dès lors qu'on parle d'une théorie ou d'un théoricien. Mais il me semble qu'il y en a un des deux, je pense que c'est Haushofer, qui a été officier d'abord. Oui. Mais, peu importe. Il y a deux choses. Il y a la théorie et le théoricien d'un côté, et puis de l'autre, il y a ce qu'on fait de la théorie. Ce qu'on en fait. Oui. Alors, la théorie et le théoricien, que ce soit pour Ratzel ou pour Haushofer, j'ai quelques éléments, ça me semble intéressant. Ça a déjà été très critiqué par des gens qui disaient qu'il y avait beaucoup comment dire, à force de lire des bouquins en anglais, maintenant j'oublie les mots en français, beaucoup de flaws et de loopholes, c'est-à-dire de trous, quoi, dans ces théories. Donc il y a les théories en tant que telles, mais sur ce qu'on en a fait, ce que les Allemands en ont fait, que ce soit sous le Deuxième Reich ou sous le Troisième Reich, eh bien le problème c'est que ces théories ont servi de soubassement à des pseudo-théories macro-stratégiques qui étaient complètement délirantes et fantasmatiques. C'est ça le problème. Alors, je blâme pas forcément Haushofer ou Ratzel eux-mêmes, encore que certains font des liens entre, je crois que c'est Haushofer aussi qui a été lié au parti nazi, hein, ou Ratzel, je ne sais plus, c'est Haushofer. Non, c'est pas Haushofer. Mais, à la limite, il faudrait presque l'innocenter et le mettre de côté, et voir ce que le parti nazi et l'état-major allemand en ont fait. Quoi. Haushofer, c'est toujours dit distinct du parti nazi, c'est suivant ses élèves y ont été, mais lui c'est toujours dit en dehors, même si c'est Haushofer qui a fait la théorie de l'espace vital. Mais la théorie de l'espace vital, elle existe déjà dans l'Allemagne de Guillaume II. Hein. Il y a plein de choses du nazisme qui existent déjà dans l'Allemagne de Guillaume II. On vient de voir la culture de la destruction, la culture de la tactique pour la tactique au détriment de la stratégie, une bonne partie des théories raciales du nazisme s'élabore déjà sous Guillaume II. L'espace vital, déjà, les Allemands commencent à fantasmer là-dessus. Alors, toutes les mythologies, cette fois-ci au sens propre du terme, sur la mythologie de la race nordique, Thor, Odin, les Valkyries et toutes ces salades dont se repèteront une bonne partie des nazis, ça s'élabore déjà dans cette Allemagne post-romantique du 19e siècle, de la fin du 19e.
il y a beaucoup de choses qui sont à chercher de ce côté-là. Hein. Vous voyez ? Alexandre. Oui, il est paru dans les années 60 un livre qu'on n'arrive plus du tout à trouver, les buts de guerre de l'Allemagne impériale. Alors c'est un livre dont j'ai entendu 50 000 fois parler, tout le monde en parle, et je ne l'ai jamais lu. Ça a fait une polémique énorme en Allemagne. Oui. Je ne saurais pas quoi te dire là-dessus. Mais je sais que c'est un bouquin important parce que tous les historiens en parlent, notamment en France. On doit bien trouver en bibliothèque quand même. Il doit se trouver en bibliothèque. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le consulter parce que au départ, je ne travaille pas sur la Grande Guerre. Moi, je travaille sur d'autres conflits, donc je ne peux pas non plus tout. Allez. On maîtrise la technique. Merci. Voilà. Mais c'est un bouquin, je sais qu'il est important, on le trouve en bibliothèque. Je suppose que chez les soldeurs ou sur les quais, il peut se trouver aussi. Hein. Mais je sais que c'est un bouquin important, oui. Je ne saurais pas quoi te dire de plus dessus. Guillaume. Attendez, il y avait monsieur qui a... Après, non. Ah bon, pardon. D'abord et monsieur après. Pardon. On attribue politiquement la grande victoire de 18 à Clémenceau, surtout avec son retour en 17 et sa sortie sur le front, avec son célèbre discours « Je fais la guerre », tous les ministères « Je fais la guerre ». Donc, pour une partie de la classe politique française, c'est Clémenceau le grand vainqueur. Pour une autre partie, c'est le pire, c'est la pire chose qui soit arrivée en France. Encore aujourd'hui, hein, la polémique n'est pas terminée. Hein. Oui, non, je pense qu'elle ne sera jamais. Mais Guillaume II, peu de temps avant de signer, avant que la réédition soit signée et que l'armistice soit officiel, Guillaume II dit Clémenceau, c'est pas l'armée française qui m'a fait chuter, c'est Clémenceau, ainsi que ses 3 ministères, donc le ministère de la guerre, le ministère de l'économie, ce qui sera l'économie, pas encore l'économie, et le troisième ministère, j'en doute, donc je vais dessus. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire Clémenceau et du coup l'état-major français, puisque au final c'est l'état-major qui a fait la guerre, on peut vraiment dire que l'état-major s'est relevé en 17 après justement cette espèce de chute qui commençait à... Oui. Ou est-ce que une théorie explique que l'état-major allemand était déjà en pourparlers dès 17 pour arrêter la guerre J'ai jamais entendu parler de cette hypothèse que l'état-major allemand aurait été en pourparlers dès 17. C'est possible, mais moi j'en ai pas entendu parler. Cela dit, je suis pas non plus le meilleur expert qui soit d'un point de vue factuel sur cette période. Mais oui, l'état-major français s'est relevé après 17. Déjà, dès 14, il y a eu beaucoup d'abrutis, d'incapables et d'incompétents qui avaient été limogés, comme chacun sait, envoyés à Limoges. Il y a tout un tas de généraux de l'armée française qui, en 18, sont pas mauvais du tout. Hein. Nivelle, par exemple, est beaucoup moins nul qu'on a bien voulu le prétendre. Mangin est un très bon. Pétain, c'est pas un génie, contrairement à ce qu'on veut prétendre, mais c'est pas non plus un imbécile. C'est surtout, notamment pour ses décisions de l'année 17, c'est surtout quelqu'un qui sait faire preuve de bon sens, de vrai bon sens, et d'un minimum d'humanité, bon, et je dirais même de finesse politique, tout simplement. Là où beaucoup de généraux, face aux grèves de 1917, ils veulent régler ça comme leurs prédécesseurs avaient réglé la Commune de Paris. Hein. Et Pétain leur dit non, calmez-vous, on peut faire ça plus habilement. Ce qui est un minimum, je dirais. C'est un minimum de bon sens, vous voyez. Bon. C'est lui qui a eu raison. Foch, on en a fait un génie militaire. Là encore, c'est pas un génie militaire, Foch. Ses théories, les écrits de Foch, c'est du sous Clausewitz. Hein. C'est pas nul, mais c'est absolument pas génial. Hein. Bach me disait, ses cours à l'école de guerre avant la guerre, avant 14, c'est pas terrible du tout. Il dit pas mal de bêtises, etc., etc. Et Bach, là encore une fois, c'est la bouche de Bach qui parle, si j'ose dire. Il y a un truc sur lequel Foch a été remarquable en 1918. C'est dans sa capacité en tant que généralissime des armées alliées
dans sa capacité politico-diplomatique à gérer une armée de coalition. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout, c'est même un cauchemar pour un général en chef, de gérer une armée de coalition avec des armées de pays différents qui ont des objectifs politiques et stratégiques différents, etc., etc., entre les Anglais, les Américains, les Français, les Italiens, etc. Il doit gérer tout ça. Il a été, paraît-il, brillantissime. Il s'en est tiré vraiment avec brio et maestria, comme on dit. Mais oui, l'armée... Alors le problème, c'est qu'ensuite, cet état-major, après 18, va, pour tout un tas d'autres raisons, mais va s'enfermer sur des certitudes, notamment des certitudes doctrinales, il va se figer, il est fort de sa victoire, donc il ne voit pas pourquoi il se remettra en cause intellectuellement. Les jeunes officiers qu'il va promouvoir sont des jeunes officiers qui pensent comme les généraux de la victoire de 18. Vous surajoutez à ça une crise économique, parce qu'autant la France a gagné militairement, mais son économie, elle est ratiboisée. L'économie est ratiboisée, donc les crédits militaires sont coupés, ce qui se comprend aussi. Ensuite, entre 1918 et 1935, la France ne va pas avoir d'adversaire. Si, elle va avoir quoi comme adversaire? Les rebelles du Rif, ou du Djebel Druze, au Levant français, c'est tout, c'est-à-dire des guérillas. Oui, mais ça, de toute façon, c'est un coup qu'il faut savoir, qui est valable à cette époque-là, qui est valable aujourd'hui, qui sera valable demain. Une armée qui fait de la lutte anti-guérilla, c'est une armée qui désapprend à faire la guerre. Alors ça, c'est un classique. C'est une armée qui apprend à faire autre chose que la guerre. L'armée française de 1871 ou de 1870, c'est une armée qui, j'exagère parce qu'elle avait fait quelques vraies guerres, la Crimée, l'Italie, mais qui globalement, entre 1815 et 1870, elle avait plus bousillé du montagnard kabyle ou de l'ouvrier parisien qu'autre chose. C'était une armée de répression. Ils avaient fait quelques vraies guerres, mais globalement, c'était une armée de répression. Et ils avaient désappris la guerre. Alors au niveau tactique ou subtactique, ils avaient acquis eux aussi une culture de la violence. Parce que dans les guerres de guérilla, dans les guerres d'une cruauté, d'une violence extrême, c'est Mad Max, les guerres de guérilla. Oui, c'est le Vietnam, c'est tout ça. Mais la conquête de l'Algérie, ça a été une abomination, des deux côtés d'ailleurs. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a les bons et les méchants. Ça a été une abomination, la conquête de l'Algérie. On le sait maintenant. Bon. Alors effectivement, les types ont acquis une culture de l'hyperviolence. Ils ont une niaque au combat, telle qu'au niveau tactique, les Prussiens en 1870, ils vont se casser les dents. Ils vont gagner la guerre à l'échelle opérative et stratégique, parce qu'ils ont un état-major qui est composé des meilleurs intellectuels militaires du monde à l'époque, mais au niveau subtactique, le zouave ou le chasseur d'Afrique français à l'époque, c'est un tueur. Et l'armée prussienne, elle va l'apprendre à ses dépens. Bon. L'armée israélienne qui apprend à lutter contre l'intifada, elle ne sait plus faire la guerre ensuite. L'armée américaine qui fait des opérations de contre-guérilla depuis 50 ans, qu'est-ce qu'elle aurait donné si elle avait dû affronter l'armée soviétique? L'armée française qui fait l'Indochine et l'Algérie, elle désapprend à faire la guerre. Il ne s'agit pas de remettre en cause le courage, le sacrifice ou la compétence technique des gars sur le terrain. Il s'agit d'envisager the big picture, comme disent les anglo-saxons. Vous voyez? Et alors entre 18 et 35, on n'a pas de vrai adversaire. En 35, on commence à réaliser qu'il y a un nouvel adversaire qui arrive. Alors, il est à la fois trop tard, mais et d'ailleurs, c'est là qu'il faut, là encore, brisant un autre mythe, répandu dans certains milieux politiques, le Front populaire a détruit l'armée française. C'est exactement à l'inverse.
le Front populaire a remonté l'armée française. Il l'a regonflée, il l'a modernisée. Là où les militaires arrivent, les gens de l'état-major arrivent devant Léon Blum en 1936 et réclament, je ne sais pas, 14 milliards, je crois, Blum leur en offre 19. Je ne sais plus si les chiffres sont bons, mais c'est de cet ordre-là. Bon, alors, il est trop tard. Il aurait fallu 2-3 ans de plus pour... mais la machine est relancée, vous voyez. Le Front populaire a véritablement sauvé les meubles. Hein. Et puis vous surajoutez là-dessus que les années 20 et 30, du point de vue de l'histoire des sciences et des techniques, sont deux décennies d'une accélération et d'une intensité de l'innovation technologique dans certains domaines, notamment les chars et l'aviation, que les Français ne suivent pas. Les Anglais non plus d'ailleurs, hein, et les Allemands pas toujours très bien. Mais je vois en matière d'aviation, il y a un pays qui ne fait pas parler de lui à l'époque, les États-Unis. Les États-Unis, alors eux, leur industrie aéronautique, dans l'entre-deux-guerres, ils y vont. Bon. L'URSS aussi, ils ont des ingénieurs formidables qui vont, pour une bonne part, disparaître au goulag. Hein, bon. Mais voilà, c'est tout ça qui explique aussi ce délitement. Monsieur. Oui, merci. Vous avez beaucoup insisté sur le rôle de l'armée française dans l'arrêt de l'offensive Ludendorff. Vous avez ajouté qu'en mars 1918, le corps expéditionnaire italien n'était pas encore prêt à combattre. Mais moi, j'ai été éduqué dans l'idée que c'était les États-Unis qui avaient sauvé la France en 1918. Et je sais que cette question est débattue maintenant. Quel est le rôle exactement de l'armée états-unienne dans la victoire de 1918 ? Alors, le rôle des États-Unis, avant de parler de leur armée, le rôle des États-Unis dans la victoire de 1918, il est énorme. Mais il est énorme d'abord d'un point de vue financier. Oui, au point de vue militaire, ça a été ma question. Non, mais d'abord, je pars du haut pour... financièrement, c'est eux qui viennent des banquiers, c'est eux qui payent. Hein, l'addition, elle est pour eux. Mais ils ne le font pas par générosité, hein, parce que c'est pas des dents, hein, vous m'avez compris. Hein. Parce que du coup, les économies françaises et surtout britanniques en 1918, elles mangent dans la main de l'Amérique. On est tenus, hein, les franco-britanniques sont tenus par l'Amérique en 1919. En mars 1918, vous avez compris que leurs troupes ne sont pas encore prêtes à intervenir. Elles vont intervenir à l'automne, fin de l'été et automne. Les offensives de septembre, octobre et début novembre 18. Dans ces offensives, leur rôle est important. Il n'est pas à négliger, il n'est pas à mépriser, mais il est minoritaire. Sans même parler du fait qu'ils sont équipés de matériel lourd français. Mais il est minoritaire. C'est, je ne sais pas, je vais dire une proportion idiote, hein, c'est, je ne sais pas, 20% des troupes de l'armée alliée victorieuse du 11 novembre. Il représente 20% peut-être même moins, peut-être même 15%. Enfin bon, vous m'avez compris, ça revient au même, que ce soit 15 ou 35, on est dans la même idée. En revanche, on sait que s'il n'y avait pas eu d'armistice le 11 novembre, que si les Allemands avaient voulu continuer, il y avait d'autres offensives qui étaient déjà planifiées par les Alliés et qui rentraient en Allemagne. Et c'est dans ces offensives-là que la proportion de troupes américaines aurait été gigantesque. Mais ce sont des offensives qui ne se sont pas déroulées. Là, elles auraient été gigantesques. Certains historiens vont jusqu'à dire, du coup, que c'est peut-être pour ça que Foch et d'autres généraux de l'état-major français se sont dit « autant accepter l'armistice tout de suite, parce qu'on va pouvoir en avoir la responsabilité de la victoire, que si notre victoire intervient, parce que de toute façon la victoire va intervenir, à ce moment-là, l'affaire est pliée, hein. Si elle intervient dans 3 mois, ça sera les Américains qui seront les vainqueurs.
Et donc acceptons maintenant. Vous surajoutez à ça le fait que c'est vrai aussi que la France est à bout, donc il faut mettre un terme. Vous surajoutez à ça le fait que l'Allemagne est en révolution et que rentrer dans un pays en révolution pour une armée, c'est rentrer dans un bourbier politique et social dans lequel ils n'auraient pas aimé rentrer. Hein. Voilà, mais vous voyez, c'est ça en fait le rôle de l'Amérique. Et puis il y a le rôle symbolique aussi, le rôle symbolique et moral. Pour tout un tas de gens, que ce soit sur des soldats sur le front, des civils à l'arrière, en France, en Angleterre, mais aussi en Allemagne, savoir que l'Amérique est rentrée, l'Amérique arrive, etc., ça joue sur le moral, positivement ou négativement, selon qu'on soit à l'ouest ou à l'est. Oui. Je pense que je vous ai répondu sur... Patrick. Oui, j'avais une question un peu plus d'actualité en ce moment. Oui. Vous parlez beaucoup de tactique, de stratégie, d'objectifs politiques. Bon, il y a la question russe en ce moment qui quand même qui pose question, je ne sais pas, par rapport à tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Hein. Oui. C'est-à-dire, quelle est la question qui se pose? Comment on se positionne par rapport au comportement de la Russie aujourd'hui en matière d'opérations purement tactiques très ponctuelles, mais semble-t-il d'une vision stratégique ou politique relativement plus importante et à long terme. Bon, alors là, je vais être obligé de vous donner mon point de vue personnel. Non, mais je tiens à le préciser, parce qu'on rentre dans un domaine qui est, délicat, où on pourrait me dire qu'il faudrait que je marche sur des œufs. Je vais vous dire ma position personnelle. Ma position personnelle, c'est que la Russie n'est absolument pas un danger. Absolument pas. Pour plein de raisons. Des raisons historiques, des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons géopolitiques, des raisons macro-historiques, des raisons conjoncturelles et d'actualité. La Russie n'est pas un danger. D'abord, la Russie est un empire qui se conçoit toujours de façon obsidionale et qui se conçoit de façon encerclée. Et qui est dangereux uniquement pour ses voisins, quand il est dangereux. Uniquement pour ses voisins. Mais les plans de conquête russe du monde, ça, y compris à l'époque communiste, hein, ils ont existé à l'époque des premiers temps de la révolution bolchevique, oui. D'ailleurs, ce n'était pas de la conquête du monde par la Russie, c'était de répandre la révolution dans le monde, hein, quitte à sacrifier la Russie au passage, d'ailleurs. Ça, c'était l'objectif de Lénine et de Trotsky. Parce qu'ils avaient bien compris qu'ils avaient pris le pouvoir dans le mauvais pays. Hein. Ils avaient pris le pouvoir, ils ont compris dans les premières semaines après la prise de pouvoir d'octobre 17, ils ont compris qu'ils avaient pris le pouvoir dans un pays de paysans arriérés, alcooliques, antisémites, superstitieux, de moujiks. Bon, en plus, le pays était détruit par la guerre, ils se sont dit, mais c'est une catastrophe, on va socialiser la misère. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont socialisé la misère. Mais ils n'ont absolument pas réussi à construire une société socialiste d'abondance. Bon. Ils savaient très bien que pour eux, la construction, la victoire de la Révolution mondiale, il fallait absolument que la Révolution se transporte ailleurs que dans ce pays de plouc. Pour eux, j'entends, c'est eux que je me mets dans leur tête. Il fallait que ça se transporte en Allemagne, qui était le pays de tous les fantasmes et de tous les mythes du mouvement ouvrier socialiste du monde entier, d'ailleurs. C'était l'Allemagne, avec le plus grand mouvement ouvrier du monde, etc., etc. Bon. Il y avait ses syndicats, ses mutuelles, ses organisations sportives, ses organisations de jeunesse, enfin, c'était le pays mythique pour un socialiste. Socialiste au sens que possédait ce mot avant 14, qui était englobant. Hein. C'était l'Allemagne. Bon. Donc il fallait que ça se transporte en Allemagne. Mais après, très vite, à partir de Staline et tout ça, les rêves de conquête mondiale, rien à foutre. Ils cherchent à défendre leur URSS. La guerre froide, pour moi, c'est un pipeau monstrueux. La guerre froide, ce sont les Américains qui l'ont déclenchée et qui l'ont menée. Ça, c'est mon point de vue. Les Soviétiques n'ont jamais voulu la guerre froide et n'ont jamais été en position offensive pendant la guerre froide. Jamais. Quand les Américains disent qu'il y a un danger de l'armée soviétique en 1946-1947, c'est un mensonge ignoble. Non seulement parce qu'il est énorme comme mensonge, mais également parce que savoir que l'URSS en 1946
elle vient de perdre 28 millions d'habitants. Le pays est détruit. Certains économistes disent même que cette destruction de l'URSS jouera encore 50 ans plus tard dans l'effondrement de l'URSS en 90. Il y a des gens qui vivent dans certains coins, tout est tellement détruit que les gens vivent dans des trous dans la terre, dans certaines campagnes. Il y a une famine qui fait des millions de morts pendant l'hiver 46-47. Est-ce que vous imaginez... Et en plus, ils n'ont pas la bombe atomique. Est-ce que vous imaginez ce pays se lancer à la conquête du monde? C'est n'importe quoi. Mais ça, de toute façon, les Américains sont les rois d'une pratique que les psychanalystes ont très bien analysée, qui s'appelle la projection. C'est-à-dire, je projette sur l'autre mes propres pathologies mentales. C'est les Américains qui ont un impérialisme conquérant et prédateur depuis plusieurs siècles et au niveau planétaire, et ils le montrent encore aujourd'hui. Plus que jamais. Parce que c'est la nature du capitalisme américain, du techno-capital financier américain, d'être prédateur et destructeur. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'ils ont adopté de plus en plus l'idéologie du militarisme allemand dont je parlais tout à l'heure, de destruction. Je vous rappelle que jusque dans les années 80, le serment du soldat américain, c'était « je jure de protéger mon pays et de vaincre les ennemis des États-Unis ». Le serment a été changé dans les années 80, « je jure de défendre mon pays et de détruire les ennemis des États-Unis ». Ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Pas du tout. Bon. L'URSS n'a jamais eu les moyens. En plus, le complexe militaro-industriel soviétique, pendant la guerre froide, qui existait, qui était très réel, était un boulet pour l'économie soviétique. Là où le complexe militaro-industriel n'est pas un boulet pour l'économie américaine, c'est au contraire son volant d'entraînement. Parce que les structures économiques ne sont pas les mêmes. Bon. Et la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? La Russie d'aujourd'hui, vous savez, le pouvoir de Poutine, bon, Jean-Robert Raviot, il y a quelques semaines, l'avait déjà bien montré, c'est un pouvoir qui est beaucoup plus fragile qu'on veut bien le croire. Il y a des luttes de factions terribles. Poutine n'est pas un tsar régnant avec une autorité absolue au Kremlin. Hein. Il y a des tendances, des factions qui intriguent quelquefois contre lui, qui quelquefois font des alliances avec lui, mais pas toujours, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'économie russe aujourd'hui, c'est une économie que les économistes placent au niveau à peu près de l'économie italienne ou hollandaise, en volume. Alors, c'est pas mal l'économie hollandaise par rapport à celle de la Côte d'Ivoire ou du Gabon, par exemple. Mais au niveau de l'étendue soviétique, c'est pas génial, vous voyez. Et puis effectivement, et c'est défensif, ce qu'ils font en Ukraine, c'est défensif. C'est purement défensif. On va s'arrêter. On prend une autre conférence. On reparlera de ces questions géostratégiques. En tout cas, merci Laurent pour toutes ces explications. Merci à vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec Marcel Gauchet. On parlera de Robespierre. Dans 15 jours,